Le point de départ de ce livre, c'est ça, c'était une angoisse de mère qui petit à petit s'est transformée en obsession. Moi, j'ai été maman il n'y a pas très longtemps. Mon fils n'a pas 5 ans encore. C'est des nouvelles craintes qui sont arrivées dans ma vie, qui avaient trait à sa protection, son bien-être. Et ça a fait naître en moi plein de questionnements nouveaux, une vision, une acuité un peu différente aussi, tu sais. C'est comme si ça avait aiguisé des sens qui n'existaient pas auparavant ou alors que je n'avais pas encore utilisés. Il y a évidemment, on est en train de le voir aujourd'hui, la pédophilie qui a mis longtemps à émerger dans le débat public. En fait, c'est ce que me dit le médecin avec lequel j'ai beaucoup travaillé dans mon livre, qui est un psychiatre de Sainte-Anne, qui s'appelle le docteur Albardier. Vraiment longtemps, on a fait du pédophile une sorte de monstre social absolu, quoi. Donc aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est pas forcément la figure canonique du monstre comme un autre, mais bien quelqu'un qui fait partie de notre société, voire de notre famille, de notre cercle proche. Et donc tout ça a créé chez la romancière que je suis beaucoup de matière, en fait. Beaucoup de névrose et donc de matière. Je vais vous faire une confession, mais peut-être vous en avez déjà rendu compte si vous écoutez Dialogue. Moi, je lis quasiment jamais de romans. Mais là, il y a une amie, elle m'a dit « Tu devrais lire Spécimen » de Pauline Clavière. C'est vraiment pour toi, parce que ça parle de questions qui sont au cœur de ton travail. On va parler du trauma, on va parler du mal, on va parler des enfants. Donc je me suis dit, bon là, il y a peut-être un sujet qui va vous intéresser. Et dans mon souci de donner à chacun d'entre vous les moyens de comprendre qu'est-ce qui nous piège et qu'est-ce qui pourrait nous libérer, je me suis dit, il faut que je consacre une émission à ces thèmes. Mais j'ai été complètement embarqué par ce roman, qui est un livre exceptionnel, un auteur exceptionnel, et je vous invite à la fois à rencontrer Pauline Clavière, qui est lumineuse, mais aussi de découvrir son livre, qui est vraiment aidant, et un grand livre. Et un grand livre, c'est quoi ? C'est un livre qui nous aide à sentir, à voir, à penser des choses qu'autrement on ne réussirait pas à sentir, à penser et à voir. Moi, je suis Fabrice Midal, philosophe. Mon dernier livre, c'est « Empêcher que le monde ne se défasse », 19 leçons de résistance, de résistance contre un monde qui est souvent de plus en plus barbare. Et c'est tout de suite sur Dialogue, et vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Pauline. Bonjour Fabrice. Alors j'ai lu ton livre pour être complètement transparent, parce que quelqu'un m'a dit il faut vraiment que je le lise, ça porte sur des sujets vraiment cruciaux qui m'intéressent et dont j'essaye de parler, la violence faite aux enfants, la question du mal, la question du trauma. Mais je ne m'attendais pas au choc que j'ai eu en le lisant. C'est un livre extraordinaire et lumineux. Et c'est vraiment, je crois que c'est vraiment important, et on va essayer de voir pourquoi. Peut-être que la seule manière de parler du mal qu'on ne veut pas voir, c'est de réussir à rester lumineux, à rester juste. Et donc je suis de ce point de vue-là à double titre intéressé de te recevoir. Il y a un deuxième point qu'il faut que je dise en introduction, c'est qu'en général, la littérature m'ennuie, je trouve ça extrêmement égocentrique. Je pense que les gens parlent d'eux-mêmes. Et là, on va essayer de voir pourquoi. Je voudrais aussi qu'on parle de ça. Comment, au contraire, là, je vois que la littérature permet d'aborder la complexité de sujets que peut-être on ne peut pas rendre autrement. Alors, on va commencer tout de suite, maintenant que j'ai fait cette petite introduction. Depuis MeToo, il y a eu une sorte de libération de la parole qui s'est faite, mais cette libération semble s'arrêter à certaines réalités. Et pourquoi, selon toi, ça s'arrête à certaines réalités ? Et comment tu as eu envie d'essayer de dissiper le brouillard dans lequel nous vivons ? Je crois que c'est exactement ça, la formule, elle est bonne. Pour moi, je commençais à écrire justement quand je me sens un peu au milieu d'un brouillard et que j'ai besoin de démêler des choses. Et je pense qu'en ce moment, on a pas mal de raisons d'être embrumés. Et
Il est vrai que moi, j'ai été maman il n'y a pas très longtemps. Mon fils n'a pas 5 ans encore. Et c'est ce qui a aussi déclenché l'écriture de ce livre. C'est des nouvelles craintes qui sont arrivées dans ma vie, qui avaient trait à sa protection, son bien-être. Et ça a fait naître en moi plein de questionnements nouveaux, une vision, une acuité un peu différente aussi, tu sais. C'est comme si ça avait aiguisé des sens qui n'existaient pas auparavant ou alors que je n'avais pas encore utilisé. Et là, en fait, le point de départ de ce livre, c'est ça. C'était une angoisse de mère qui petit à petit s'est transformée en obsession. Déjà parce que je suis quelqu'un avec un tempérament assez comme ça, assez obsessionnel, assez... J'étais toquée quand j'étais petite aussi. Enfin, il y avait beaucoup de choses comme ça sur lesquelles mon attention focalise. Et j'ai du mal à m'en défaire. Et l'écriture, c'est aussi mon moyen de reprendre un peu la main là-dessus, tu vois, d'arriver à en faire quelque chose et de me dire tout ça n'est pas vain, ces obsessions peuvent sans doute servir à quelque chose, au bien commun, dans le sens, le partage en fait d'une forme de sensibilité à ce qui est en train de se passer, à tout ce qui nous arrive. Et voilà, chez moi, ça prend la forme littéraire. Et je pense qu'il y a, pour revenir à ta question sur les sujets qui ne passent pas, qui ont du mal à passer au travers ces filets-là, ce filet qu'on pourrait, un genre de tabou suprême ou de... Il y a évidemment, on est en train de le voir aujourd'hui, la pédophilie, qui a mis longtemps à émerger dans le débat public. En fait, c'est ce que me dit le médecin avec lequel j'ai beaucoup travaillé dans mon livre, qui est un psychiatre de Sainte-Anne, qui s'appelle le docteur Albardier. Vraiment longtemps, on a fait du pédophile une sorte de monstre social absolu, quoi. Donc aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est pas forcément la figure canonique du monstre comme un autre, mais bien quelqu'un qui fait partie de notre société, voire de notre famille, de notre cercle proche. Et donc tout ça a créé chez la romancière que je suis beaucoup de matière, en fait. Beaucoup de névrose et donc de matière. Non, ce qu'on va parler, on va parler de plusieurs choses, mais on va parler un peu de cette réalité-là. Ouais. Que voilà, il y a une part pour faire le livre d'enquête. Oui. Donc, entre autres, grâce à ce psychiatre qui est vraiment... extraordinaire. Tu en fais un portrait très extraordinaire parce que lui-même, pas du tout dogmatique, travaillé par l'effroi de ce qu'il vit, puis tu oses lui poser des questions un peu déconcertantes. Alors, qu'est-ce que tout cela t'a appris sur la pédophilie ? Énormément de choses. Et énormément de choses, en fait. Ça m'a aidé à cadrer, même si c'est un peu paradoxal, mais à organiser ma peur. C'est-à-dire que bien sûr, j'ai toujours la même répulsion, comme nous tous, en fait. Mais ça m'a aidé à comprendre, donc à ranger un peu. Et voilà, me permettre d'être plus raisonnée, malgré tout. En fait, il y a... Aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que longtemps, on a utilisé la figure du pédophile, voilà ce que je disais tout à l'heure, comme un repoussoir, vraiment un monstre social, quelque chose d'absolu. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est autour de nous. Et pire que ça, et c'est là où le docteur m'a réellement enseigné plein de choses aussi, c'est que les mineurs, les pédophiles sont de plus en plus jeunes. Et qu'aujourd'hui, c'est le chiffre qui fait bondir, mais 40%, voire plus, parce que c'est que du déclaratif auprès de la justice, des agressions sur mineurs sexuelles sont commises par d'autres mineurs. Donc ça fout en l'air tout. Toute l'image du pédophile en impair, voilà. Tu vois, qui attend devant l'école. Bien sûr que celui-ci peut continuer d'exister, on l'a vu. Mais en parallèle de ça, il y a quelque chose d'autre qui grimpe, cette espèce de fléau que les psychiatres voient déjà arriver, mais qui n'est pas encore déposé sur la place publique, qui est le sujet des enfants agresseurs sexuels. Et ça, je t'avoue que ça a été vraiment la grande claque de l'écriture de ce livre pour moi aussi dans mon enquête, parce que moi, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais du point de vue d'un garçon, et je voulais écrire, c'était pas ça que je voulais rentrer dans la peau de ce garçon qui était accusé, mais dont on ne savait pas s'il était vraiment coupable. Donc de quelque chose en formation. Ce qui m'intéressait, c'était la possibilité d'être quelque chose ou quelque chose d'autre. Parce que le livre est né donc de cette sorte de sensation viscérale d'être mère, mais aussi d'un fait divers
qu'un jeune homme que tu Tout connaissais. à fait. Qui n'était même pas encore à l'état de fait divers, mais qui était quelque chose dont j'avais entendu parler, d'un jeune homme qui travaillait dans un centre pour enfants et qui avait été accusé d'exhibition, mais voilà, comme on l'entend partout dans Paris aujourd'hui. Sauf que là, c'était un mineur qui venait aider pour les camps de vacances, que je connaissais. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, c'est très bizarre. Et c'est ce sentiment-là qui m'a paru très important de questionner. Pas sa culpabilité en tant que telle, mais ce que ça provoquait chez moi, ce que ça provoquait chez nous tous, et comment, ensemble, sans doute, on co-construisait l'image de ce garçon, ce qu'il était même, au-delà de l'image, profondément. C'est-à-dire, je me suis mise à me mettre à sa place donc, en écrivant ce carnet, qui serait un petit peu là où il déposerait ses pensées intimes, et qui sont parfois tout à fait banales, celles d'un garçon qui aime sa mère, qui a des relations amicales, qui continue d'avoir des relations sociales, mais qui, en parallèle de ça, en dessous, est traversé par des choses inavouables, inacceptables. Et c'est ça qui est la grande force de ton livre. Quand je disais qu'il n'y a que la littérature sans doute qui peut réussir à faire ça, parce qu'à la fois, tu essayes de comprendre ce jeune garçon de 18 ans, et en même temps, on sent en même temps l'effroi devant ce qu'il fait. Bien sûr. Le côté dévastateur pour les enfants, parce que tu rends compte de leurs propos à ces enfants, donc on sent à quel point ça les abîme. Et je crois que ça, c'est vraiment très important pour tout le monde de lire ton livre, parce que tu permets de rendre vivant, complexe. Et dans notre monde, les gens ont du mal à croire qu'on peut comprendre tout en voyant l'effroi du mal. Et dans notre monde, c'est l'un ou l'autre. Soit je comprends, alors c'est pas si grave, soit je veux pas comprendre et je reste, voilà, j'ai raison et c'est le mal qu'on pousse. Et de réussir, je crois que c'est vraiment une... Voilà, moi, en tant que philosophe, là, il y a quelque chose, je trouve, comme une éthique très forte, de tenir les deux bouts ensemble. Et c'est vrai ce que tu dis, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de résistance. Il y a des gens pour qui c'est épidermique, qui n'ont pas lu le livre, mais qui vont dire « Ah non, mais si c'est pour excuser des criminels, c'est pas la peine. Oh » Et tu te prends ça et tu te dis « Mais pas du tout, c'est pas du tout mon propos. C'est même pas ce que j'ai dans la tête. » Non, ce que je voulais comprendre, c'était de dire bien sûr qu'on a des victimes. Les victimes, elles ont évidemment la parole dans mon livre, une grande parole, voilà. Mais ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qui se trame de l'autre côté, comment tout ça peut arriver, comment ça gonfle, comment ça s'alimente, quel regard on pose, nous, dans le cadre de mon spécimen, un très jeune garçon au début, il a 14 ans, 15 ans, il est déjà suspecté. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait du fait que certains enfants, parce qu'ils sont encore enfants, soient traversés par ça, qu'ils n'osent pas en parler, qu'ils ont parfois eux-mêmes des traumatismes, qu'on ne déploie pas, qu'on refuse de voir. Qu'est-ce que ça va créer plus tard et surtout quelles vont être les conséquences. Donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qu'on co-construit de monstrueux, mais pas l'émergence d'un monstre comme ça, sorti de nulle part, du bois. En ce moment, on parle, tu ne pouvais pas le savoir quand tu as publié ton livre, mais on parle beaucoup de l'histoire de Liana. En plus, là, on a aussi un truc tout à fait étrange, un père qui a 2 filles, donc ça ne ressemble pas, c'est extrêmement troublant. Donc là, il y a tout le monde, tous les médias, tous les hommes politiques ont plein de solutions. Et toi, tu dis un truc dont personne ne parle. Et moi, ça m'a vraiment... Mais tu dis, les pédophiles n'ont pas d'endroit où parler. Et cet enfant, qu'est-ce qui se serait passé si à 14 ans ou 15 ans, t'essayes il avait pu parler. Parce qu'il se sent lui-même. Et je pense qu'il doit y avoir beaucoup de pédophiles qui sentent qu'il y a un truc... mais sont tout de suite considérés comme monstres avant même d'avoir agi. Et donc ça, je me dis, mais pourquoi personne ne parle de ça ? C'est assez fou, et c'est une des difficultés qu'évoque le psychiatre quand je vais le voir. Il me dit, mais c'est tellement tabou que, en fait, les gens ne veulent pas tellement en entendre parler, ils veulent pas avoir l'air de se compromettre dans la pensée même de la compréhension. Enfin, c'est assez particulier. Et donc, évidemment, en plus, maintenant, on a des chiffres. C'est de dire que les enfants
agresseurs sexuels, ont à 72% d'entre eux, mais ça pareil, ce sont les chiffres déclaratifs, tu sais, de la justice, donc c'est encore en deçà, on s'en doute, parce qu'il y a toute cette partie silencieuse qui est l'essence même de ce phénomène voilà, d'inceste et d'entre-soi, enfin tout ça. Donc, qui ont déjà été agressés. 72% ont déjà été agressés par des adultes. Donc, il y a une espèce de reproduction qu'on connaît qui est tout le temps là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment aujourd'hui l'avènement des réseaux sociaux, le fait que la pornographie soit aussi accessible, hors de contrôle. Donc peut-être là, on va reprendre ces 2 points, oui. En donnant des chiffres. Donc, parce que le dernier point là, que tu dis, est-ce qu'on peut donner des chiffres? À quel âge Bien sûr. Les enfants sont exposés à la pornographie? Ça commence à 9 ans, mais on sait aujourd'hui qu'un garçon de 12 ans se rend déjà au moins... La moitié des garçons de 12 ans se rendent au moins une fois par mois sur un site pornographique. Un site pornographique, c'est 2,5 millions de mineurs par mois. C'est-à-dire 12% des audiences des sites. C'est énorme. C'est absolument énorme. 2,5 millions. Moi, j'en ai parlé sur ma chaîne quand Isabelle Fignosa m'avait donné ce chiffre au début, mais moi, j'ai mis des semaines à m'en remettre. Parce que moi, à 11 ans, dans la cour de récréation, mais jamais on n'aurait fait un truc pareil. Donc, il y a aussi un problème que tu montres, qui est un problème social. Quel traumatisme, quelle violence, quelle non-représentation juste de ce qu'est la sexualité on inflige à toute une génération d'enfants. C'est ça, et faire comprendre ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, s'ajoute à la menace du prédateur de cercle proche ou familial, les réseaux sociaux. Donc des gens venus d'ailleurs, des contenus incontrôlables, sauf à ne pas donner effectivement de téléphone portable ou à essayer de vérifier, mais si c'est pas ça, c'est le copain. Donc, il y a vraiment... C'est le copain, parce que dans les cours de récréation, c'est le copain qui, brutalement, enfin ce qui se passe quand même, il faut le dire, pour la plupart des petits garçons, entre 9, 10 et 11 ans, il y a un copain qui leur montre sur le téléphone portable une scène, il n'y a même pas... Il n'y a même pas d'explication, rien. C'est brutal, c'est sans explication. Mais là, il faudra un jour, on en saura plus sur les conséquences et les dommages que ça fait. Je pense qu'on est déjà en train, tu vois, d'avoir un petit avant-goût de ce que ça crée, en fait. Qu'est-ce que ça crée ? De beaucoup de désordre. Et il va falloir sérieusement que collectivement, on se pose cette question et qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait pour qu'aucun de nos enfants dans la cour de récréation soit dans la capacité de faire ça. De montrer ça aux autres. Donc ça, il faut y réfléchir collectivement. On sait qu'il y a des moyens. D'autres États le font pour des raisons parfois purement mercantiles ou autres. Donc on sait que ça peut tout à fait se faire, quoi. Interdire l'accès à ces images, essayer de le raisonner à Internet avec ça, ça me paraît absolument indispensable. Donc, dans le premier point, je voudrais y revenir. Donc, beaucoup de pédophiles ont subi eux-mêmes des violences pédophiles. Dire ça, encore une fois, c'est pas excuser, mais c'est essayer de comprendre pour justement trouver des solutions pour essayer d'aider, de mettre un frein à cette situation et protéger aussi les victimes. Pourquoi ? Alors là, vraiment, c'est une question vraiment naïve, mais pourquoi quelqu'un qui est traumatisé, qui se fait abuser, refait la même chose ? Alors moi, je suis pas psychiatre, donc je voudrais pas, ne pas dire les choses comme elles sont. Donc je pense que il y a rien de mieux qu'un psychiatre pour répondre à cette question, mais néanmoins, ce que j'ai compris en enquêtant, c'est qu'effectivement, ce que m'explique le docteur Albardier, il y a ce truc d'avoir peur de l'adulte, justement, après avoir... Donc, de chercher systématiquement une personne moins menaçante. Il dit, cette phrase qui est folle, que j'ai retranscrite dans le livre, être un pédophile, c'est en CM2, être amoureux de sa copine de CM2. En 6e, être encore amoureux de sa copine de CM2. En 3e, là encore. À 25 ans, encore. C'est-à-dire refuser l'objet adulte comme objet amoureux, sujet amoureux, parce qu'il nous a menacés, parce qu'il nous a maltraités, et donc se retourner vers l'enfant. C'est pour ça que c'est pas qu'une question, de basique et de prédation au sens... Il y a un cheminement. Donc ça n'excuse rien, encore une fois, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est en plus une position qui est intenable socialement. Personne n'est heureux en étant pédophile. Enfin, je veux dire, c'est un jeu de dissimulation et c'est atroce,
On ne peut pas être satisfait de ça socialement. Donc ça crée beaucoup de désordre. Donc voilà, je pense que, évidemment qu'il y a une justice, il faut condamner effectivement ces actes-là. Enfin, là-dessus, j'ai aucune espèce d'ambiguïté. Oui, mais au fond, le message, c'est si les gens... Au fond, si des gens sont pédophiles ou ont des pensées pédophiles, il vaut mieux, au lieu d'être juste je risque d'être un monstre, donc j'accepte d'être un monstre ou je suis terrorisé, voir comment on peut se soigner. C'est ça. Et on peut et ce que montre aussi le psychiatre, c'est s'il n'y avait pas cette chape de plomb, peut-être on pourrait mieux Bien sûr. guérir, apaiser. Surtout que chez les enfants, les mineurs, il y a très peu de récidives. Une fois que c'est débunké, une fois que c'est sorti du bois, qu'on a évoqué avec eux ça, on se rend compte qu'il y a très très peu de récidives. Donc, il y a la possibilité de guérison, Bien sûr. mais nous sommes là dans une situation d'aveuglement. Exactement. Et ton livre, ça aussi c'est déchirant, poignant, ton livre montre aussi, rend tangible l'invisibilité des violences et comment personne ne veut voir ces violences. Et y compris ceux qui sont très contre, au fond, en refusant de voir la réalité, on peut moins s'en protéger. Et tous les personnages, la narratrice, la mère du garçon, et au fond, tu t'essayes de rendre tangible ce refus de voir. C'est ça. Mais même, tu sais, ce qui m'a beaucoup touchée, moi, au cours de mon enquête, c'est que je suis allée sur un site internet qui s'appelle Fil Santé Jeune, où beaucoup de jeunes gens, garçons et filles, traversés par ces penchants-là, s'expriment anonymement, bien sûr. Et il y a un numéro qu'ils peuvent appeler à la fin pour justement se faire aider. Et en fait, je pense que c'est une des plus grandes détresses humaines que j'ai croisées dans ma vie. C'est des gens des jeunes gens, ils sont tout jeunes, ils ont entre 13 et 15 ans la plupart. Et ils racontent qu'en fait, si ça doit être eux, ce monstre-là, ils préfèrent ne pas vivre, ils préfèrent... ils ne veulent pas vivre comme ça. Donc on sent, quand on les entend parler, et c'est ça qui m'intéressait aussi, qu'il y a une détresse tellement profonde et il y a tellement de phénomènes qui rentrent en jeu psychiatrique. Il y a aussi autre chose que j'évoque qui s'appelle le TOC pédophilique, qui est un TOC finalement qui fonctionne comme les autres TOC. Ah, ça c'est dingue aussi. Ah, ça c'est incroyable. J'aurais jamais imaginé. Ah ouais, non, mais raconte, parce que ça m'a complètement choquée et en fait interpellée surtout. Mais tu vois, un TOC, évidemment, c'est par exemple si je peux pas m'empêcher de toucher quelque chose, il faut que je le remette exactement à la place. Donc c'est un phénomène du cerveau qui fait que tu ne peux pas t'empêcher de reproduire le même geste. Ah. Voilà. Et le TOC se laver les mains toute la journée. Se laver les mains. Terroriser à l'idée de prendre l'avion. Voilà. Et donc, mais c'est un mécanisme psychiatrique qui est une boucle en fait. Et avec le TOC pédophilique, ça procède du même élan, sauf que ça se porte sur l'objet, c'est la crainte d'être pédophile. Donc il y a des gens qui ont peur d'être pédophiles. Donc ils mettent en scène, qui se mettent en situation pour se tester, pour dire je ne le suis pas. Là je ne le suis pas parce que l'enfant est là. Tiens, viens voir. Ah ben non, je ne le suis pas parce que... Et qui remettent en scène une chose, c'est complètement fou. Mais c'est le cas, c'est vraiment psychiatriquement, c'est ce qui se passe, pour être sûr qu'ils ne sont pas pédophiles, sauf qu'à force de faire ça, on crée des situations qui sont évidemment tout à fait border, voire complètement dramatiques. Donc, ça crée ça peut aller jusqu'au crime, mais la plupart du temps, le TOC pédophilique n'est pas un acte pédocriminel. Mais voilà, ça crée quand même... On voit à quel point la frontière est fine et à quel point c'est complexe. On a affaire à un mécanisme psychiatrique, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça fou. Mais c'est vrai que toute cette enquête, qui est partie au départ d'une intuition assez intime, une peur de mère... Je pense que c'est parce que tu as cette peur de mère. Moi, j'ai trouvé en lisant ton livre, ça m'a fait vraiment sentir ce que c'est qu'être mère. Parce qu'on sent tout le temps le souci viscéral de protéger ton enfant, qui est là tout le temps, qui fait qu'au fond, quand je dis qu'il y a un côté très lumineux de ton livre, on sent que c'est d'abord par amour de ton fils, de préserver cette innocence qui te fait poser toutes ces questions et ce questionnement. Merci. C'est vrai qu'il y a ça, mais il y a aussi, tu sais, je crois qu'il y a une obsession chez moi dans l'écriture, c'est la justesse, c'est de pas... J'ai pas envie de gloser, quoi. J'aimerais pas qu'on en ressorte avec des concepts ou des... Je me dis que c'est des choses tellement universelles, tellement délicates à faire passer que j'ai cherché le chemin le plus juste et c'est passé par cette construction
narrative, par ses personnages, par ses angoisses, par ce côté un petit peu thriller aussi, parce que effectivement, ça me paraissait la meilleure forme, la meilleure matière pour avancer dans mes peurs, en fait. Tu vois, le meilleur support narratif. Et voilà, mon obsession, ça a toujours été la justesse. C'est-à-dire, je voulais pas de choses déclamatoires ou trop racoleuses. Je voulais que ça se passe comme ça se passe. Comme ça peut se passer dans la vie parfois. Totalement en sous-marin, d'une façon où on a des intuitions, on capte des choses, mais rien n'est plaqué, rien n'est évident, parce que souvent ces choses-là se déploient de cette façon-là. Pourquoi, donc je reviens à ma question, pourquoi les gens ne veulent pas voir ? Et là, on voit avec l'affaire Liana, plein de gens racontent qu'ils avaient vu un malaise, qu'il y avait un problème, mais ils n'osaient pas voir, ils n'osaient pas dire. Alors, il me semble qu'il y a quand même quelque chose du vivre ensemble qui est abîmé une fois que le loup est dans la bergerie, quoi. Ça veut dire que personne n'a été suffisamment vigilant, ça veut dire qu'on l'a pas vu venir, qu'il y en a qui ont été peut-être même un peu complices de ce qui se passait. Donc je trouve qu'en fait, je crois surtout que ça interroge la culpabilité de tout le monde et que personne n'a envie de se sentir coupable d'une telle atrocité, même... Donc je pense que la première chose, le tabou vient de là, c'est-à-dire que personne ne veut, de près ou de loin, être mêlé à ça, en disant non mais attends, c'est eux les monstres, c'est cette famille, c'est tous des dégénérés, c'est des spécimens, quoi, c'est des cas sociaux, tu vois. Alors que précisément, on sait que tout ça n'est pas le fait ni d'une famille, ni d'une sorte de gens ou d'un profil, voilà, même pas d'âge, puisque ça peut arriver très jeune aussi. Donc je pense que ça nous, en tant qu'être humain, moralement, c'est insoutenable d'accepter d'avoir une part dans l'existence de ce mal-là, quoi. C'est quelque chose qui est insupportable. C'est un peu aussi comme on a l'impression que les adultes perçoivent des fragments de ce qui se passe sans réussir à construire une image d'ensemble. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, et tu vois, tu le dis, et je me dis, en fait, la construction de mon livre, c'est ça. C'est des fragments. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais tu vois, il y a un bout de carnet, un bout d'entretien, comme si on était obligé moi, j'ai été obligée de fonctionner par puzzle pour essayer, à la fin, d'arriver à une résolution, d'arriver à quelque chose qui me permette, voilà, de dire voilà ce que je pense. Et en fait, la plupart des gens n'arrivent pas à faire d'image d'ensemble, et c'est pour ça que c'est important d'en parler, de faire ton livre, pour aider les gens à que des bouts puissent être mis ensemble pour voir une image et prémunir, préserver... Au fond, c'est ça aussi. Parce que là, on parle beaucoup des défaillances de la justice, mais au fond, voilà, ça, j'imagine, là, je vais te dire un truc un peu choquant, mais c'est une défaillance sociale tout entière. C'est-à-dire, plein de gens voient des choses, et pourquoi on ne pose pas des questions, on s'interroge. Et au fond, c'est ça pourquoi ton livre aussi est lumineux, c'est qu'il sort de ce brouillard qui nous donne le sentiment qu'on est impuissant ou que c'est juste la faute de l'autre. Là, ça redonne un peu, ça remonte quelque chose de la responsabilité. Mais il y a un autre axe du livre qui éclaire aussi quelque chose qu'on ne voit pas assez, c'est que les violences sexuelles ne détruisent pas seulement la victime, mais beaucoup de gens autour. Tout à fait. Et c'est ça, parce qu'effectivement, il y a cette notion de complicité, d'avoir été dans le giron, et puis il y a ce qui se produira après. Et je pense que c'est pour ça que ma narratrice perd pied en se lançant à la recherche du spécimen, en essayant de comprendre qui il est, ce garçon justement, qui est accusé de faits dont on ne sait pas, in fine, est-ce qu'il les a réellement commis, qui il est. Donc elle va vraiment essayer de... Et on ne comprend pas très bien au début pourquoi elle est obsédée par ça. Et donc ça, on ne va pas le répéter. Non, on ne va pas le répéter, mais effectivement, mais le livre est extrêmement bien construit. Là, on parle vraiment un peu du sujet de société, mais c'est vraiment c'est gentil. Admirablement écrit. Et on en dira quelques mots, mais il y a des retournements profonds, dont le retournement final qui est absolument dingue. Donc, mais ça, je laisse le suspense pour
pour le livre, donc c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a sans doute... en fait, c'est que c'est une remise en question très personnelle aussi. C'est pas que collectif, bien sûr que c'est collectif, mais ce que raconte Spécimen, je crois, c'est que c'est forcément une recherche de sa propre histoire. Pourquoi ça me gêne autant que cet individu existe, qu'il soit là, comme ça? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de mon histoire? Qu'est-ce qui m'est autant insupportable dans le fait que certains essaient de comprendre, que certains essayent de le sortir... Enfin, que les choses ne soient pas aussi manichéennes. Pourquoi le déploiement de toute la complexité de ce sujet-là fait autant question? Voilà. Pourquoi on a besoin d'une justice tout de suite qui sabre sans même avoir la possibilité de la compréhension, alors que les deux sont possibles. On peut punir, empêcher et comprendre en parallèle. Donc ça, je pense que c'est effectivement déjà un travail sur soi énorme, aller chercher, voilà, pourquoi moi je suis gênée par ça à ce point. Et c'était aussi la démarche du livre, en plus du côté collectif. Tu as des idées? Pourquoi tu es aussi gênée? Moi, par ça? Oui. C'est une telle implication en fait de choses, je pense, personnelles et collectives, et j'en évoque pas mal dans le livre. Tu sais, moi j'ai grandi à l'époque, dans les années 90, à l'époque du Trou, Émile Louis, enfin tu sais, on a eu un bon lot de bons psychopathes, quoi, et ça a été de pédophiles. Et en fait, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on parlait de ça autant. En plus, il y avait la télévision, et donc je pense que j'ai grandi en étant abreuvée de ces images-là, en fait. Ces filles-là qu'on voyait accrochées un peu partout dans les autobus. Je pense à Estelle, je pense à toutes ces gamines qui ont été enlevées et torturées par Dutroux, notamment, ou Émile Louis. Elles avaient à peu près mon visage, elles avaient à peu près mon âge. Et je me disais, mais c'est fou, on se ressemble. Et quoi, il y a quelqu'un qui leur fait un truc comme ça, pourquoi? Et personne débriefait avec nous. La télé s'en mêlait, c'était un peu le début ce qu'on appelle aujourd'hui du true crime, tu sais, enfin, en tout cas, de raconter ce qui s'était passé. Il y avait un côté très voyeuriste, mais comme il y a eu avec l'affaire Grégory aussi, tu sais, mais qui n'était pas expliqué, quoi. Donc je pense qu'il y a toute une génération, et j'ai beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes aussi, des gens de mon âge, ça y est, je meurs, qui m'écrivent en me disant, comme vous, j'ai vécu ça un peu de manière très violente, parce que effectivement personne n'en parlait. Donc il y a cette dimension collective qui était celle de l'arrivée du pédophile sur la scène de nos peurs, en fait. Donc, au fond, tu parles comme une certaine forme de traumatisme. Tout à fait. On vous a confronté à la pédophilie sans explication, exactement, sans vous dire qu'est-ce que c'était. Tout à fait. Et donc qui rendait la chose encore plus angoissante. Exactement. Et moi, je me couchais le soir, j'étais comme ça, mais ni mes parents, ni personne n'en parlait. Il y avait même des blagues, je me rappelle, il y avait des blagues sur Dutroux. Donc en fait, c'était une espèce d'ambiance où on sortait des gamines, des terrains, et on faisait des blagues dessus, et ça faisait partie de la vie. Les adultes avaient l'air d'avoir un espèce de détachement, et je pense que moi, c'est une des plus grandes terreurs de mon enfance, en fait, qui n'était pas dans ma chair, mais qui était quelque chose que j'ai tellement vécu psychologiquement, comme beaucoup d'autres apparemment, parce qu'on m'écrit pour me le dire aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même des peurs collectives, c'est ce que je dis à un moment dans le livre, mais dont le greffon prend et se transforme en autre chose. Et je pense que ce livre, il est fait de ça aussi. Donc, voilà, de ça et des camarades, en gros, des amis qui ont été abusés, qui en parlent plus tard, et rétroactivement, ça fait son travail. C'est important de voir l'étendue. Combien d'enfants sont victimes d'abus sexuels? On parle d'un enfant sur 5. Donc, c'est fou, en fait. Moi, je trouve que la chose la plus marquante, c'est de se figurer une salle de classe, quoi. Et de se dire, sur 30 copains, 1 sur 5. Et là, je trouve que c'est un coup de massue terrible. Sachant qu'en plus, là, il y a un rapport d'orientation qui a été commandé par le gouvernement en 2025, qui parle des violences, mais là, je recentre exclusivement sur les mineurs agresseurs. Et ce ne sont que des chiffres déclarés au ministère de la Justice, c'est-à-dire des affaires où il y a eu des plaintes qui ont été jugées. Et pour la plupart des cas, 60% classés sans suite. Parce que, qu'est-ce qu'on fait des mineurs agresseurs? On ne va pas les mettre en prison, c'est pas souhaitable en plus, la plupart du temps. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de réponse à cette question aujourd'hui collectivement. Et c'est là où le CRIAFS, qui est le centre de recherche et d'intervention auprès des auteurs de violences sexuelles, qui s'occupe aussi des mineurs, apporte des réponses par des entretiens réguliers, du soin,
dont fait partie le professeur Albardier, le docteur Albardier dans mon roman. Lui, c'est le directeur du CRIAF Île-de-France. Et ces gens-là font un travail formidable pour que précisément ça ne se reproduise pas, ou du moins le moins possible, quoi. Mais il y a besoin d'une prise en charge. C'est indispensable. On l'a dit rapidement, mais il y a l'enfant qui est victime de violence. Il y a l'enfant qui fait ces violences. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Et après, il y a tout le reste. La famille. Tout le monde est ébranlé. Et ton livre essaye vraiment de faire sentir l'effondrement collectif, la mère de ce garçon qui à la fois aime son fils, veut le protéger, pressent l'insoutenable, ne veut pas croire l'insoutenable. Donc là aussi, tu permets d'éprouver, de sentir, de révéler ce qu'on a du mal à prendre en compte. T'as raison, parce qu'en effet, elle trouve ça... bien sûr que c'est insoutenable pour elle. Elle dit, s'il a écrit ça, en gros, je sais plus quoi penser. Mais en même temps, elle confie le carnet où il est censé y avoir ses pensées les plus inavouables, les plus terribles, à quelqu'un. Donc c'est un peu comme si elle remettait à la société, en plus à une écrivaine, à quelqu'un qui est censé inscrire les mots et les partager. Donc il y a quand même un geste symbolique fort qui est de dire je vous remets. Je ne suis pas toute seule avec ce sujet-là. C'est pas parce que c'est mon fils que je suis seule. C'est un devoir de réflexion collective, quoi. Donc ouais, ça c'était important pour moi, que personne ne soit caricaturé. Cette mère, bien sûr qu'elle aime son fils, il n'y a pas de sujet, mais c'est très difficile, il me semble. Tout le monde est fracassé. En fait, tout le monde est, bien ce sûr. que tu montres, c'est que les violences faites aux enfants fracassent notre société tout entière. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ça. Complètement. Dans notre monde, la seule question qu'on a, c'est comment punir les auteurs ou protéger les victimes. Mais toi, tu nous demandes, ton livre nous demande comment une société peut reconnaître les signaux précoces, entendre la souffrance avant qu'elle se transforme en violence, et regarder en face ce qu'on préfère tenir à distance. Je ne sais pas si mon résumé de note d'intention, mais je crois que c'est un peu ça. Bah, complètement, ouais, je te remercie. Bien sûr, c'est tout ça. C'est tout ça. Et je crois qu'en fait, c'est une succession d'intuitions, de malaises, de questionnements. Ce livre, c'est un peu le maelstrom, en fait, dans lequel on se trouve. Tu vois, c'est dire on est brinque-ballé d'un côté à l'autre, sommé de prendre des décisions, de punir, de protéger, mais... En fait, on veut aller très vite pour se débarrasser. C'est ça. Et au fond, ton livre dit, mais qu'est-ce qui se passe si on ne veut pas se débarrasser? Et qu'au contraire... Peut-être on sera plus intelligent, plus perspicace. Et au contraire, éviter que de nouvelles vagues, de nouvelles naissances comme ça émergent, quoi. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de stopper la vague. Faut que ça s'arrête. Et pour ça, il faut réfléchir aussi collectivement à comment on va s'y prendre. Évidemment, tu touches un tabou, parce que pour nous, on a une représentation de l'enfant qui est innocent par nature, et qui est du côté des victimes, et là tu nous parles d'enfants bourreaux. Donc ça touche pour chacun d'entre nous des choses, des croyances, des sensations très profondes, très intimes. C'est terrible, et d'ailleurs dans le rapport d'orientation, il parlait d'impensé culturel, c'est-à-dire l'idée même d'associer le mot agresseur et enfant dans nos sociétés, c'est impossible. L'enfant, c'est vraiment le côté ingénu, le côté innocent, et c'est vrai, bien sûr que c'est vrai aussi. Mais des enfants exposés trop tôt, maltraités, malheureusement, ça reste des êtres humains abîmés et qui sont en mesure ou capables de commettre des choses par la suite répréhensibles, voilà, jusqu'à des crimes. Donc je pense qu'il y a cette idée-là, bien sûr que c'est un tabou total. Et ce que j'ai essayé d'insinuer dans ce livre, c'est qu'effectivement, je dis pas que il y a pas c'est pas des enfants monstrueux. C'est juste qu'il y a des situations, des choses qu'on ne veut pas voir, que collectivement, on refuse de regarder, et qui, en enflant, produisent du crime, du drame, du chaos. Et si on s'en occupe pas très tôt, si on fait pas attention aux signaux, quelle société
on sera. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut regarder en face. On ne peut pas se contenter de dire qu'un pays démocratique, un pays en paix, c'est un pays qui n'a pas de... Voilà, la violence intime, la violence intrafamiliale, la violence entre les camarades, voilà, moi, à terme, c'est ce que je me dis, une société dans laquelle les enfants se font du mal les uns les autres, elle a failli. Il y a un moment où les enfants jouent ensemble, ils sont pas censés s'agresser, se faire du mal comme ça, quoi. Donc, ou alors il faut réorienter, rééduquer. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que tout ça, ça me hante. Ce livre, c'est une partie de tout ça, quoi. Ton livre affronte la question du mal. On en a dit déjà quelques mots. Le mal ne se montre pas comme mal. Non. Ça, c'est vraiment, je crois, une des énigmes les plus insoutenables pour chacun d'entre nous. Le mal ne se présente pas comme mal. Non. D'abord, nous-mêmes, nous faisons des fois le mal, sans nous en rendre compte, ou avec des bons sentiments. Mais au fond, ton livre creuse beaucoup cette énigme, non, du mal. Je crois que c'est quelque chose qui m'obsède assez aussi, forcément, en plus avec Spécimen. Mais oui, parce que en fait, ce qu'il y a de fou avec cette chose-là, c'est qu'elle fait partie... Ce mal-là, il fait partie du quotidien. Il surgit un peu, puis il s'en va. Donc on oublie qu'il a été là, mais en fait, il revient et puis il s'enracine. Donc, effectivement, c'est pas comme dans un dessin animé ou quoi, un grand méchant qui arrive, qui frappe et que tout le monde identifie comme tel. C'est quelque chose de beaucoup plus sournois, de beaucoup plus sinueux, qui va s'instiller un petit peu partout dans toutes les strates de la société, dans nos façons d'être, de se compromettre, d'accepter, de ne pas dire, des silences. Non, parce que voilà, il y a le mal... Il y a beaucoup de ramifications. Il y a le mal étrange de celui qui fait le mal, mais il y a aussi une certaine forme, même si elle n'est pas du tout comparable, du mal de celui qui ne dit rien, de celui qui ne veut pas voir. Et au fond, ce que tu montres, c'est que nous avons tous tendance, c'est normal, à dire le mal, c'est l'autre, c'est le monstre, c'est celui qui est complètement étranger à moi, comme ça, moi je suis du côté du bien. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est une des grosses révélations pour moi de cette enquête, mais c'est quand le professeur Albardier me dit, mais dans les années 70, on a eu des bus entiers. On avait décidé que le pédophile, c'était l'étranger. Enfin, il y avait toujours des figures tutélaires, voilà, qui étaient le pédophile parfait, le monstre social à abattre, quoi. Sorte de bouc émissaire idéal. Et petit à petit, c'est la grande révolution de notre époque, c'est de se rendre compte que c'est le père, le frère, le cousin, avec la complicité parfois de la mère, de la sœur. Enfin, donc, il y a quelque chose de tout à fait collectif qui, à la fois, et c'est pour ça que je pense que ça fait aussi mal, nous libère, dire ça y est, c'est enfin sur la table, mais comme tout le monde est concerné, de près ou de loin, nous accuse aussi. Donc c'est une position qui moralement, collectivement, est très difficile à tenir. Voilà, d'accepter qu'on a été les deux à la fois, et tous, à un moment ou à un autre, quoi. Et cette espèce de position, je pense qu'elle est très difficile à tenir, et que la difficulté du sujet à pénétrer le débat public, il tient à ça aussi, quoi, il me semble. Un autre axe du livre, c'est comment on fait confiance. Si le mal existe, comment on fait confiance? Mais en même temps, on ne peut pas ne pas faire confiance. Et la question, par exemple, toute bête, toute simple, c'est comment je fais confiance à quelqu'un à qui je vais confier mon fils. C'est ça. C'est une sacrée question. J'avais encore cette discussion hier avec des mères à l'école, quoi, en disant, oui, prévois une classe verte pour l'an prochain. Et en ce moment, parce que cette actualité aussi terrible... personne n'enverra son enfant en classe verte, quoi. Donc, en fait, c'est aussi pour ça qu'il faut le faire. C'est pour qu'on puisse de nouveau retrouver un climat social de confiance. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas ensemble discuté des clés, discuté de ce qu'on doit faire, ça ne reviendra pas. On ne peut pas vivre dans la peur permanente les uns des autres. Enfin, je veux dire, c'est intenable. Ça me paraît tellement toxique. Oui, donc au fond, ce que tu dis, c'est si on vit dans la panique généralisée, on n'a plus confiance, alors c'est terrible. Les enfants ne pourront plus aller en classe verte, les enfants ne vont plus sortir. Non. Tu ne vas plus aller dormir chez un copain, tu ne peux plus jamais... Comment on fait? C'est clair. Alors que c'est un principe même de l'enfance, d'aller dormir les uns chez les autres, de s'accueillir, de faire des anniversaires, d'être ensemble, en fait. Juste ça. Là, ça touche
Oui, du coup, il y a une tendance qui est... On va enfermer nos enfants avec une tablette toute la journée parce qu'il n'y aura aucun risque, mais en fait, on les détruit d'une autre manière. Moi, c'est ce que je me suis dit hier après cette conversation avec mes amis. Je me suis dit, mais en fait, comment on va faire si alors... Parce que quoi, ça veut dire que ton mari, le mien, le frère qui accompagne les enfants au poney, on va tous se suspecter les uns les autres potentiellement en permanence. Donc, c'est quand même ça me paraît intenable. Donc voilà, il y a cette question de la confiance qui est de toute façon liée à l'inaction. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vite, à mon avis, en tout cas, il est nécessaire de se poser collectivement la question et de continuer d'avoir des rapports, évidemment, le travail que fait la Civis qui est remarquable. Enfin voilà, il y a un moment, il faut que ces solutions, on les trouve ensemble. C'est pour ça, encore une fois, ce qui me frappe en parlant avec toi, parce que j'en suis même un peu étonné, pourquoi un roman peut aider à rentrer dans le réel, parce que ça accepte la complexité. Que dans les débats, on voudrait une réponse. Et dans ton livre, là, tu dis, il faut protéger son enfant, mais qu'est-ce qui se passe si on ne protège plus son enfant ? Tu ne donnes pas de réponse, tu aides chacun à rentrer dans la complexité du réel qu'on veut simplifier. Et au fond, ça mais il y a renvoie... besoin parfois. Ouais. Tu vois, je me dis, les militants, ils ont besoin de simplifier le propos, ils ont besoin que ce soit entendu, donc il faut des phrases plus courtes, il faut des actions. Donc c'est pas la même démarche, elle est primordiale, la leur. Ce que je veux dire, c'est que un document va donner des détails d'une situation, les faits. Effectivement, un rapport va dire voilà ce qu'on peut faire. Pour moi, là où intervient l'art, la fiction, c'est qu'elle permet de projeter à la fois du réel, c'est le principe du roman. Tu sais, Victor Hugo disait le roman, c'est le réel, un miroir qu'on promène sur le chemin. C'est-à-dire, voilà ce qu'on est en train de vivre, mais je vous offre une version un peu différente, mais qui parle quand même de nous. Et là, je pense que c'est ce qu'est Spécimen, c'est-à-dire tous les personnages peuvent ressembler aux gens de tous les jours qui nous sommes, quoi, ce que je suis comme une d'autres mères. Et je trouve que ça aide à se projeter dans des situations, et c'est cette mise en abîme qui fait ressentir des émotions que ne ferait pas ressentir un rapport, des chiffres qui vont nous accabler, nous choquer. Mais le roman, lui, il fait viscéralement réfléchir, ressentir quelque chose. C'est l'émotion. On lit un texte, on se dit, oh, dans cette situation-là, elle lui enlève ce t-shirt et elle sent ce truc-là. Donc c'est quelque chose presque d'organique, de viscéral. Ça parle au corps, en fait. Ça parle à l'être humain dans son ensemble. C'est pas qu'une analyse, même si l'analyse est indispensable. Voilà, c'est quelque chose qui implique, pour moi, l'humain dans son ensemble. Et c'est pour ça que pour moi, la littérature, la fiction, elle doit... c'était indispensable d'être dans ce propos-là aussi. Je veux dire, elle doit être partie prenante de ce qu'on est en train de vivre. Donc, on a vu... Donc, il y a la question de la souffrance faite aux enfants qu'on ne veut pas voir. Il y a la question du mal qui ne ressemble à rien de ce que nous croyons. Et puis, il y a la question du trauma que vivent les victimes. Et tu réussis aussi. Et alors, j'étais tout à fait impressionné parce que voilà, la question du trauma, c'est une question que je connais bien, dont j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne, que je trouve que c'est une grande révolution. Il faut rappeler que c'est une grande révolution thérapeutique, presque anthropologique, de comprendre que des gens sont victimes de trauma et qu'un trauma ne rentre pas dans le cadre ancien, qui était le cadre habituel. Si quelqu'un souffre, c'est qu'il a une névrose, c'est qu'il a un problème. Non, là, on souffre parce qu'on a vécu quelque chose qui est ingérable et qui nous détruit sans qu'on comprenne comment et qui ne repose sur aucune défaillance personnelle. Et donc tout le discours habituel de la psychologie, de la psychanalyse a été complètement aveugle et a nié complètement la question du trauma. Je le redis pour ceux qui ne le savent pas, pendant longtemps, la psychanalyse, Freud croyait que les patientes, c'était surtout des patientes qui venaient le voir pour parler d'abus, au lieu de voir qu'elles souffraient de trauma, disaient que c'était leur fantasme et que c'était leur désir. Et il y a encore beaucoup de gens, dont je ne donnerai pas le nom, mais qui sont sur la place publique, qui expliquent que les enfants ont des désirs sexuels, de coucher avec leurs parents. Tout ça est absolument... Donc c'est très important de comprendre la révolution qu'implique la réalité du trauma, la compréhension du trauma. Et dans ton livre, avec beaucoup de finesse, tu montres vraiment la réalité du trauma. Est-ce que tu veux dire... Alors, voilà, comment tu as essayé de rendre ça sensible
Moi, là, je viens de dire un peu théoriquement, mais toi, tu as essayé Ouais. de rendre ça sensible de l'intérieur, Je pense que en parlant de personnages qui le vivent. oui, le trauma, c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure sur le mal. C'est quelque chose d'assez insidieux. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait vivre. Il y a des millions de gens qui vivent avec des traumas tous les jours, voilà, et qui meurent de leur belle mort, comme on dit. Et c'est quelque chose qui se manifeste par parfois de petites attitudes, de petites craintes, de petites phobies soudain, voilà, ou des attitudes qui peuvent apparaître étranges à d'autres gens. Et il se trouve que ça, c'est quelque chose que je connais et que j'avais envie de mettre dans ce livre pour le partager, parce qu'il me semble que déjà, on est très nombreux et qu'en plus, ça aide à comprendre parfois les réactions qu'on peut avoir face à certaines personnalités, à certaines situations, et aussi pourquoi, sans excuser, mais on ne dit pas, on recule, ou alors au contraire, pourquoi on va être obsédé par quelque chose. Et évidemment, c'est le cas de ma narratrice. Et ça me semblait important parce que je pense que les gens traumatisés ou les gens qui ont vécu des traumas ont beaucoup à faire avec ce dont on est en train de parler, ont beaucoup à faire avec la littérature, ont beaucoup à faire avec la vie en général, parce que c'est souvent des gens qui ont une perception un peu à côté et qui ont des choses à proposer, à montrer, qui sont sans doute, malgré le côté intime et personnel de la souffrance, mais assez universel dans... Voilà, je pense qu'il y a des choses à voir, à comprendre au travers les yeux de quelqu'un qui a vécu un trauma. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie que ça fasse partie de ce texte, parce que c'est une sensibilité particulière, parce que c'est un regard porté qui me semble riche, quoi, important. En tout cas, différent aussi. Donc de donner la parole à ceux qui ont vécu un trauma, ça fait le lien avec ce que je disais. Parce que les gens qui ont vécu un trauma ont été, dans notre histoire, ceux qui n'ont pas eu le droit à la parole. C'est ça. Voilà, toutes ces femmes qui n'ont pas eu le droit à la parole depuis ouais. voilà. Et là, d'un seul coup, tu donnes la parole aussi en respectant l'énigme et l'impossible. Parce que ce que tu montres très bien du trauma, c'est que le trauma, on ne le comprend pas. Le propre du trauma, c'est qu'il y a quelque chose qui me détruit, mais qui est incompréhensible à moi-même. Donc... et je trouve que ça... Enfin, pour un créateur, narrativement aussi, c'est quelque chose d'incroyable, parce que comment quelqu'un qui ne sait pas ça ou qui ne l'a pas vécu peut imaginer qu'on puisse réagir comme ça, se raconter telle histoire, voilà, à quel point ça biaise, en tout cas ça change, ou ça aiguise la perception d'une manière différente, enfin, du commun des mortels. Donc je trouve qu'il y a quelque chose, même si beaucoup de gens aujourd'hui ont été traumatisés de différentes manières, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant, en effet. Là aussi, je trouve que c'est la force de la littérature, de pouvoir donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et en plus, tu réussis un peu... Là, c'est le talent de la littérature, parce que tu réussis à donner la parole, mais pas comme on peut le faire dans une émission de télévision, la parole de quelqu'un qui ne peut pas parler, puisque le traumatisme, on ne peut pas le dire. On est agi comme malgré soi, il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire, en même temps quelque chose qu'on sait, on sait sans savoir. Donc ça passe par des actes, des situations, c'est ça. Et je trouve que tu rends très bien compte, avec beaucoup de finesse, l'épreuve du trauma. Merci Fabrice. Merci. Parce que je sais que c'est ton domaine. Merci Pauline. Voilà, on a parlé plus des enjeux du sens très littéraire de ton livre. Je trouvais que c'était un peu... Voilà, j'ai pris un peu ton livre comme prétexte pour aborder ces questions majeures. Mais je recommande à tout le monde de lire ce roman qui est, comme je l'ai dit, même s'il parle du mal, qui est absolument lumineux et qui se lit vraiment comme un roman, parce qu'on est happé par la vérité, la sensibilité et la narration très, très singulière de ce livre. Merci beaucoup. Merci Fabrice, merci beaucoup pour cet échange. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci, parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange. Et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui
prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Ben, je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.